à votre club de lecture Le Bouquineur. Notre invitée cette semaine, Mme Joanne Hamel, directrice de la Fondation du Cégep de Victoriaville, et nos collaboratrices, Micheline Saint-Arnaud et Monique Barriot. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Joanne. Joanne, comme directrice, parle-nous un petit peu de la mission et des objectifs de la Fondation du Cégep de Victoriaville. Je vais faire un bref historique. La Fondation du Cégep de Victoriaville a été créée en 1988, mais à l'époque, elle s'appelait la Fondation du Collège de Victoriaville. Elle a changé de nom en 2015. Le premier objectif, le seul objectif en 1988, était d'offrir des bourses à des élèves du secondaire pour augmenter le taux de recrutement. Avec les années, la mission a diversifié ses objectifs. Et non seulement il y a des bourses au secondaire, des bourses d'admission, que nous remettons dans les 5 écoles secondaires, les 8 écoles secondaires publiques et privées de la région, mais elle s'est enrichie de bourses d'excellence, de persévérance, de conciliation famille-études, des bourses dans le volet communautaire, socioculturel, sportif. Ces bourses que nous remettons lors du Gala Méritas qui se tient annuellement le premier lundi de mai. Quand on parle de bourses, ce sont des sous qui vont directement aux étudiantes et aux étudiants. Donc, on a aussi des bourses de 100 $ par étudiant qui sont remises pour des voyages ou des stages à l'étranger. On est aidé par le Carrefour international du Cégep de Victoriaville. Alors, nous, on s'assure que ce sont vraiment des stages d'études et non pas des voyages pour se divertir. Alors, on donne aussi des bourses lorsque des étudiantes et des étudiants arrivent avec des projets pour lesquels ils ont besoin de financement, des projets qui sont en accord avec la Fondation puis qui sont encadrés par du personnel du Cégep. On a aussi un fonds de développement. Là, c'est les sous que l'on a ramassés qui servent à aider les projets pédagogiques, les activités d'apprentissage en équipant, par exemple, le Cégep ou des classes ou différents matériels à la fine pointe de la technologie que les étudiants ont besoin pour réaliser leurs projets pédagogiques. Donc, en gros, c'est ça la mission. Ça revient toujours aux étudiants, soit par un fonds de développement, soit par un fonds de bourse. Et ça, ce sont vos réalisations, là, quand vous donnez des bourses? Oui, c'est ce que nos réalisations que l'on retrouve à chaque année. La Fondation publie un petit bilan de ses réalisations et à l'intérieur, bien, ça indique le montant annuel qui est remis. Donc, on retrouve les fameuses bourses du Gala Méritas. Et si on va dans les réalisations, disons, plus glamour ou plus importantes, bien, il faut savoir que la Fondation a déjà donné 300 000 $ pour le CIFIT, Centre intégré de formation et d'innovation technologique, 100 000 $ pour les gradins au Cégep, au Stade Yvon Paré, 75 000 $ dans le programme soins infirmiers pour des mannequins informatisés, 50 000 $ pour une classe à la fine pointe de la technologie. Cette classe-là s'appelle logistique. Et ça, cette classe-là, on a pu la financer grâce à un don de 100 000 $ de la Ville de Victoriaville. On a remis 10 000 $ pour un appareil de chromatographie à phase liquide en sciences de la nature. Alors, c'est le genre de réalisation que l'on fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les voyages à l'étranger également. C'est très important pour le Cégep de Victoriaville d'avoir cette fondation-là. Oui, c'est très important et il faut la faire vivre, cette fondation-là. Donc, pour la faire vivre, ça prend des activités de financement. Il faut aller chercher les argents, soit à l'externe, soit à l'interne, mais bien entendu, le meilleur des mondes, c'est aller les chercher et à l'externe et à l'interne. Je vous ai dit tout à l'heure que la Fondation est née en 1988 d'un fonds, mais en 2006 est arrivée la première grosse campagne de financement qui était la campagne majeure de financement. On avait à l'époque comme président de campagne M. Laurent Lemaire, donc ça nous a beaucoup aidé dans nos démarches. Et cette campagne-là avait un objectif de 1 250 000, mais on a pu amasser 1 400 000. À ce moment-là, la Fondation n'avait pas encore de personne à l'interne comme direction générale. Alors, moi, je suis entrée en fonction en 2011, tout en enseignant et en coordonnant le programme et le département de sciences de la nature. Et ça, c'était à la recommandation de la firme qui encadrait notre campagne. Alors, fallait faire suite à cette campagne-là
Et là est née la campagne de la communauté collégiale, la campagne 2014-2019. Donc, en 2011, on a commencé à la préparer. Et c'était une campagne d'une plus petite envergure. Notre objectif était de 375 000 parce qu'à la même époque se tenait la campagne de la Fondation à notre santé de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Et on sait bien qu'à l'externe, c'était les mêmes donateurs qui seraient sollicités. Alors, donc, les personnes qui ont été sollicitées, mais là, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous dévoiler le montant qu'on a amassé parce que notre clôture de campagne se tient vendredi prochain. Mais sachez qu'on a largement dépassé notre objectif. Et bien, ça, c'était la campagne. Et la campagne a permis aussi de nous amener vers d'autres activités de financement. Par exemple, ici, j'ai un pot. C'est les recettes en pot. On les vend à la coop, à la cafétéria au Cégep de Victoriaville, mais on les vend également à Montmarché. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, bien, ils se vendaient des roses à l'intérieur du Cégep, donc des roses qui viennent de chez Signé Garneau. On les vendait, ça aide à notre financement. Mais on a déjà eu aussi une expérience yoga en plein air devant le Cégep de Victoriaville en 2016. Mais depuis que le Cégep a l'INAB, l'Institut national d'agriculture biologique, pour lequel la Fondation a contribué à la hauteur de 250 000, grâce à la Fondation de la famille Bourgeois. Alors, depuis qu'on a l'INAB, à chaque automne, on fête les récoltes. Alors, on fête les récoltes avec de bons légumes bio, cultivés par nos étudiantes et nos étudiants. Et la fête des récoltes, bien, habituellement, c'est les chefs sans frontières qui sont là. Et on a un artiste invité, une animatrice ou un animateur qui est en lien avec, qui aime l'éducation, mais qui aime aussi l'alimentation bio. La première année, nous avons eu Christian Bégin. La deuxième année, l'année dernière, nous avons eu Élise Marquis. Et bien là, j'attends pour la prochaine édition. Je suis en pourparlers. Alors, ces activités-là sont très importantes. Ça nous permet d'accomplir de belles réalisations, comme je vous l'ai dit plus tôt. C'est parfait, mais vous êtes aussi friande de lecture depuis votre plus jeune âge. Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de 2 volumes, rapidement. Sarah, elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay et Ensemble, c'est tout d'Anna Gavalda. Oui. 2 livres que vous avez choisis parce qu'ils se rapprochent un petit peu de par la facture, de par le contenu. Un petit peu. Bien, elle s'appelait Sarah. Ce qui m'a plu dans ce livre-là, c'est le fait que, oui, on parle d'histoire. J'adore les livres qui parlent d'histoire, d'événements historiques, mais qui, en même temps, qui était un roman. Et dans ce roman-là, on retrouve 2 histoires en parallèle. L'histoire d'une journaliste à qui on demande d'écrire sur un événement qui fête ses 60 ans, c'est-à-dire ce qui est arrivé au Vélodrome d'hiver le 6 juillet 1942. Et elle doit écrire sur cet événement-là et elle devient passionnée, mais lorsque sa passion l'amène vers des recherches de plus en plus poussées, qui ne sont pas nécessairement nécessaires à son article, mais parce qu'elle se rend compte que l'appartement dans lequel elle va aménager avec son mari et sa fille, bien, il y a un lien avec cet événement-là du Vélodrome d'hiver. Alors, c'est 2 histoires en parallèle et c'est des histoires où on retrouve beaucoup de secrets. Et c'est des secrets qui, quand ils vont être dévoilés, ça chamboule la vie des gens, mais ça les chamboule et ça les fait devenir plus vrais. Parce que, justement, quand on cache des choses, on est... Oui, bien, il y a une part qui est fausse. Tout à fait. Puis, on a de la difficulté à vivre pleinement nos vies. Alors, c'est ça qui m'a beaucoup marqué dans ce livre-là. Et bien entendu, on y retrouve la résilience de la petite Sarah, qui se retrouve une fois qu'elle a été amenée de sa maison familiale, de son appartement, où elle a caché son petit frère dans un mur. Ça devait être une ancienne penderie ou un ancien garde-robe. Elle avait la clé, elle a caché son petit frère. Son petit frère, elle lui dit avant de partir qu'elle va venir le chercher à la fin de la journée, tellement elle ne croyait pas qu'elle partait pour toujours. Et ça, c'est touchant pour moi. Quand il y a des enfants, ça me touche énormément.
Et cette petite fille-là, elle se retrouve au Vélodrome avec les gens qui vont se retrouver dans les camps de concentration et vont mourir. Mais elle va réussir à s'enfuir pour démontrer aussi comment l'être humain peut être résilient même en bas âge. Comment un être humain, une petite fille, peut être aussi forte. Première des choses, elle a pensé à protéger son frère et elle a tout fait pour essayer de s'en sortir et aller le rechercher. Ce qu'elle n'a pas pu faire parce que quand elle l'a trouvé, il était décédé dans le mur, dans l'appartement où la journaliste devait aménager. Alors, oui, c'est la résilience, mais il y a aussi toute la culpabilité. On parlait de secrets, de mensonges aussi. Quand on garde des mensonges, des fois, on a de la culpabilité. Elle, bien, c'était son secret qui fait qu'elle se sentait très coupable d'avoir retrouvé son petit frère décédé une fois qu'elle s'était évadée puis retrouvée dans une famille qui l'avait amenée dans l'appartement. Et bien, cette culpabilité a fait qu'elle s'est suicidée et que son fils qu'elle a eu a jamais vraiment, quand on disait tout à l'heure les secrets, là, il n'a jamais vraiment connu sa mère. Il a su qu'elle était juive, il a su ce qu'elle avait vécu une fois qu'elle était décédée. Ouais. Alors, c'est touchant, hein? Oui, c'est même bouleversant. Oui. Et Ensemble, c'est tout d'Anna Gavalda. Ce que je viens de dire, ça a son côté triste, touchant et triste, mais ça, c'est un livre, bien là, vous allez vous rendre compte que... parce que je l'ai lu, puis ça, c'est pas d'hier là, qui sont là, les petits marqueurs. C'est un livre qui est beau. C'est un livre de bonheur. C'est un livre qui... Le côté plus triste, peut-être, c'est le côté solitude, des gens qui se retrouvent seuls. Mais ce qui est beau, c'est qu'ensemble, c'est tout, ils se retrouvent ensemble alors qu'ils viennent de milieux tout à fait différents. Elle est une artiste peintre. Alors, c'est une jeune fille qui s'appelle Camille. Elle est artiste peintre, mais elle vient d'une famille tout à fait dysfonctionnelle. Encore là, il y a la notion de secret, de mensonge. Une mère qui ne l'a pas vraiment désiré, un père qui les a abandonnés parce que ça ne fonctionnait pas avec la mère, mais elle avait un lien très fort avec son père. Et sa mère voulait qu'elle suive des cours de piano, mais elle, c'était pas ça qu'elle voulait. Puis c'est finalement son père qui a dit « Je vais t'amener voir quelqu'un qui pourrait être ton mentor en dessin. » Alors, elle a aimé le dessin, bon. Et à une certaine époque, elle doit arrêter de dessiner. Et elle met ça de côté, elle fait des ménages, elle a des fréquentations plus ou moins, comment je pourrais dire, plus ou moins positives pour elle. Puis en fait, elle a arrêté de dessiner parce que quand c'est dans ses fréquentations plus ou moins positives, elle travaillait pour un faussaire. Oh. Et mais un jour, il l'a abandonnée, mais le faussaire lui faisait faire beaucoup, beaucoup d'argent. Elle vivait dans des résidences somptueuses, la grande, grande vie, comme on peut dire. Mais quand lui est parti, qu'il lui a plus jamais donné de nouvelles, alors là, elle a été démolie, dépressive et tout. Elle s'est retrouvée dans une maison où il y avait plusieurs appartements, mais qui est en fait une maison d'aristocrate, où demeurait Philibert, qui lui louait une chambre là, complètement là, dans le haut de la maison, appartement. Et c'était une chambre très, très de base, comme on pourrait dire. Puis elle s'était acheté un petit foyer parce qu'il faisait froid. Et elle attrape une vilaine grippe. Et un soir, bien, Philibert se rend compte que sa locataire semble être très mal en point. Il la voit passer, elle est toute amaigrie, il l'entend tousser, moucher. Alors, il va la soigner et tout. Ils deviennent amis et finalement, elle s'en va rester avec lui. Mais Philibert demeure avec Franck, un cuisinier. Et un cuisinier qui a des aventures assez fréquentes, disons-le, qui n'a aucune stabilité dans sa vie. Et Philibert, lui, qui est timide, qui a des troubles obsessifs compulsifs, et lui qui vient de la famille de l'aristocratie. Et Camille, elle pense que Philibert, parce qu'il a cette maison-appartement, elle pense qu'il est très riche et tout. Mais en fait, c'est une famille qui n'a plus de sous, là, qui, lui, reste dans la maison par charité, si on veut, pour en prendre soin. Okay. Et bien, finalement, et tout ça, quand je dis, ils étaient tous seuls, ils se retrouvent ensemble, mais le beau de la chose, parce que
moi aussi, je suis vieillissante. Bien, il y a une grand-maman donc Franck, la grand-maman de Frank, et il en prend soin, mais il n'est pas capable d'accepter qu'elle se retrouve en maison de retraite. Alors, il l'amène dans sa maison, dans la maison-appartement de Philibert, et là, tous les trois en prennent soin. Et ils s'attachent. Et pour finir, ils finissent, la dame en question, elle retourne grâce à eux dans sa maison où elle voulait bien vieillir et mourir. Alors, il retourne avec elle dans sa maison. Et c'est une belle histoire. C'est du pur bonheur. D'ailleurs qu'il y a eu un film. Dans les deux cas, il y a eu des films. Oui, hein? Et moi, je vais vous dire, ça paraît que je l'ai lu beaucoup. Mais le film, je l'ai vu beaucoup aussi, plus qu'une fois. Si j'ai un conseil à donner, quand on se sent morose, que ça ne va pas, le film, c'est un film qui fait du bien. Ah oui. C'est vraiment beau. Bien, merci beaucoup pour ces 2 coups de cœur qui nous arrachent le cœur. Ça m'a donné l'occasion de les relire aussi. Oui. Là, okay. Bien, merci. Alors, merci Monique, tu vas nous parler de quoi? Moi, je vous parle d'Une longue nuit mexicaine d'Isabelle Maillot. C'est paru chez Gallimard en 2019. Bon, d'abord, il faut que je vous parle de La valise mexicaine, parce que ce livre-là, c'est une adaptation libre d'un événement qu'on appelle La valise mexicaine, qui dans les faits n'est pas de valise, c'est 3 petites boîtes qui ont été redécouvertes 70 ans après leur disparition. Et ces boîtes-là contenaient 4500 négatifs de photos de la guerre civile espagnole prises entre 1936 et 1939 par les célèbres et premiers photographes de guerre Robert Capa, Gerda Taro et David Seymour, dit Chim. Ce sont des gens d'origine d'Europe de l'Est et des Juifs. OK. Alors, vous lisez pas ce livre-là pour en apprendre sur la guerre d'Espagne, la guerre civile. C'est pas du tout le propos. Ce que l'auteur fait, c'est qu'elle invente une histoire autour de ça pour expliquer comment ça a disparu, comment ça s'est retrouvé au Mexique et comment aujourd'hui ça fait partie d'expositions. La première exposition a eu lieu à New York, où restait le frère de Robert Capa, qui a cherché pendant longtemps à mettre la main sur les négatifs des photos de son frère. Dans les faits, ce que l'on sait, c'est que un des amis de Robert Capa, parce qu'ils ont été tués, là, c'est la guerre, il faut penser qu'il y a beaucoup de confusion. Il trouve les négatifs et il se sauve. Et dans sa fuite, il les remet à un Chilien en lui disant « Va les porter à l'ambassade pour les préserver. » Et le Chilien a fait ce qui lui a été demandé. Et on les retrouve des années plus tard chez l'héritière d'un général mexicain. Je vais aller voir mes notes parce que j'oublie tout le temps son nom. Il s'appelle Aguilar González, hein, un petit nom facile à se rappeler, qui était ambassadeur du Mexique à Vichy. Alors, à partir de ces faits-là, Isabelle Maillot invente une histoire, refait tout le processus. Et celui qui parle, c'est un homme et c'est le dernier héritier. Il hérite de l'héritière, si vous voulez, OK? Parce que l'héritière, c'est Gerda. Et la façon dont elle nous présente l'évolution, la redécouverte, c'est que chaque chapitre est consacré à un personnage qui a joué, d'après elle, un rôle dans cette aventure-là. D'abord, il y a l'héritière du général. Il y a la mère de cette héritière-là qui l'a ramené dans la valise diplomatique, qui a ramené ça. C'est l'amie de cette femme-là, qui est une peintre très connue en Europe et qui est la maîtresse d'un des photographes. Après ça, c'est un Québécois. Elle donne un rôle à un Québécois qui
vient au Mexique pour essayer de trouver la dite valise. Bref, chaque chapitre est consacré à un personnage qui a ou qui n'a pas joué un rôle dans cette aventure-là. Parce qu'elle raconte, là, tu sais, elle... Prenez pas ça, comme on dit en bon français, prenez pas tout ça pour du cash. Là, hein? Oui, c'est ça. C'est une romancière, elle nous invite... Beaucoup d'imaginaire. Oui, c'est imaginaire. Mais c'est intéressant parce que c'est, vous en conviendrez avec moi, une façon originale de présenter une histoire. Oui. Alors, je vous le recommande. Ça a été publié récemment, en 2019. Je rappelle le titre, « Une longue nuit mexicaine » d'Isabelle Maillot. Et ça nous donne aussi des infos sur ces célèbres journalistes qui ont quand même risqué leur vie pour être capables de documenter une histoire assez atroce là, dans l'histoire de l'humanité. Bien, merci beaucoup, Monique. Maintenant, Micheline? Alors, j'enchaîne avec « Au péril de la mer » de Dominique Fortier. Alors, c'est le 4e roman de l'autrice qui remporte en 2016 le prix du gouverneur général. Alors, c'est un propos sur la mémoire, sur le fond de l'histoire du Mont Saint-Michel. C'est la célèbre abbaye là, qui date du Moyen Âge, qui est en France, comme on le sait. Là. Elle nous parle de la construction du Mont Saint-Michel, de sa reconstruction suite à diverses causes de destruction au fil des siècles. Alors, au gré des marées, on le parcourt sur ses étages, dans ses dédales, dans ses labyrinthes, dans ses jardins, puis on visite son immense bibliothèque, un peu plus imposante que celle du cégep de Victoriaville, mais quand même, il y a quand même un lien intéressant, là, parce qu'on sait que les bibliothèques, comme l'autrice dit, sont les gardiens de la mémoire. Mais dans le temps, au Moyen Âge, dans cette bibliothèque-là, les livres étaient copiés et recopiés par des moines. On y rencontre 2 personnages qui sont insatisfaits de leur vie. Alors, on est au 15e siècle. Il y a Éloi qui est un peintre. Le mari d'Anna lui demande de peindre le portrait de son épouse. Éloi devient amoureux d'Anna. Il veut le garder en mémoire, alors il peint un 2e tableau d'Anna qu'il garde pour lui. Mais là, il est désespéré, il peut pas aller avec Anna. Alors, il s'en va, il se retire à l'abbaye du Mont Saint-Michel. On lui propose alors de copier des textes sacrés. Ça présente aucun danger parce que il sait pas lire, il sait pas écrire, mais il sait bien dessiner. Alors, il efface ce qui est écrit sur le parchemin et copie ce qu'on lui demande. Et c'est là que j'ai revu la signification du mot palimpseste. J'avais comme oublié là, ce que ça voulait dire, parce que je dis pas ça vraiment souvent, ce mot-là. Éloi ne devient pas moine, mais il vit toujours nostalgique, puis il continue de peindre sans cesse en miniature le visage de sa bien-aimée, mais il n'arrive pas à le faire parfaitement. Dans le Montréal contemporain, on retrouve une jeune maman romancière qui est passionnée par la bibliothèque du Mont-Saint-Michel, ce qui lui permet de côtoyer le peintre Éloi qu'elle découvre en trouvant un calepin endommagé par la pluie. Elle tente d'écrire, mais son écriture peine parce que tout comme le portrait d'Anna, elle ne réussit pas à finir d'écrire son roman. Alors, dans ce volume-ci, moi, j'ai découvert plein de belles choses, plein de significations de mots, là. Exemple, l'origine du mot roman, livre qui vient de libère, liberté. Mais ce qui m'a fort intéressée, c'est l'autrice qui dit à la page 43, « Les livres se parlent entre eux et se parlent avant de nous parler à nous. » Alors, l'autrice, il y a Dominique Fortier, a lu « Un présent infini » de Raphaël Germain, qui est un volume sur la mémoire, mais en toute humanité, là. Un propos sur la mémoire en toute humanité. J'en avais parlé l'année passée. Dominique Fortier a dit « Je vais absolument rencontrer l'auteur, je vais absolument lui parler. Je la connais pas, je veux la connaître. » En même temps, Raphaël Germain venait de lire ce volume-ci. Elle a dit « Ben moi aussi, je veux rencontrer l'autrice. » Alors, elles se sont rencontrées, elles ont écrit un livre que j'ai tellement hâte de lire.
Ce volume s'intitule « Pour mémoire, Petit miracle et Caillou blanc », Dominique Fortier et Raphaël Germain. Sorte de scrapbook de moments doux, lecture à la fois belle et apaisante. Ce sera ma prochaine lecture. Wow, Les très livres se intéressant. parlent et nous parlent. Ah, c'est bien. Parfait. Alors, moi, je vais vous parler du Le tranquille affligé de Gilles Jobidon, qui est paru en 2019. L'auteur est né à Québec le 8 novembre 1950. Il a reçu de nombreuses distinctions littéraires. Et ce livre-là a reçu le prix Arlette Couture en 2019 et aussi le prix des 5 continents de la francophonie, dont il est seulement en 18 ans le deuxième Québécois à recevoir ce prix. La première a été Jocelyne Saucier, qui a écrit en 2011 « Il pleuvait des oiseaux » et dont le film est paru en 2019. Alors, c'est un auteur discret, peu connu du public, mais c'est vraiment intéressant. L'histoire est super intéressante. C'est un rythme doux, lent. J'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler, mais ça se passe en Chine. Il y a de l'imaginaire, c'est bien sûr. C'est l'histoire d'un jeune dont les parents sont morts dramatiquement et son oncle, un jésuite, l'a amené en Chine. Donc, c'est un polyglotte, un amateur de bac. C'est quelqu'un là, qui est vraiment enchinoisé maintenant. Il y a même un nom chinois. Et c'est l'histoire, il y a l'histoire là-dedans, là, il fallait découvrir, aller chercher la recette de l'encre noire qui était pour supposément sauver la Chine, parce qu'on sait qu'il y a eu en 1860 le sac du palais d'été et tout ça. Alors, un petit mot pour vous dire comment l'écriture est belle. Il parle de l'acouphène de l'empereur imaginaire, Muxi, l'empereur chinois à la tête remplie de cigales. Mais c'est un rythme lent, doux, mais ça fait du bien. Et ça porte bien son nom, Le tranquille affligé, mais on a le goût de le lire jusqu'à la fin. Bien, merci beaucoup, mesdames. C'est tout le temps qu'on avait. Et merci à vous, Jean, à la maison. Je vais vous terminer ça en vous lisant un extrait de Franck Tilliez dans son livre « Le manuscrit inachevé » et que Michel Tremblay a cité dans son dernier livre « Le cœur en bandoulière ». Un roman est un jeu d'illusions. Tout est aussi vrai que faux et l'histoire ne commence à exister qu'au moment où vous la lisez. Bonne semaine.